décrire la beauté des femmes. Ses cheveux bouclés et noirs, ce qui est vrai. Quand on voit des photos de Faujour, elles ressemblent au canon de la beauté de la poésie persane. Les grands yeux noirs, bien en amande, des sourcils bien fournis en forme d'arc, évidemment qu'elle dessinait exactement comme il fallait les dessiner, les cheveux noirs et assez abondants qu'elle faisait boucler de temps en temps pour montrer encore plus qu'elle était dans le canon. Bref, quand elle se décrit elle-même dans ses poèmes, c'est très étonnant. Elle se sert très bien elle-même, comme ça, elle n'a pas besoin que ce soit les hommes qui le fassent. Je trouve ça d'une beauté, ce renversement. Et elle dit à l'homme dans ses poèmes, regarde-moi, mais tu ne peux pas faire autrement que de me désirer. Je corresponds à la perfection du canon. Je suis la perfection du canon. Et en plus, je suis poète. Au fond, Rabea Balkhi ne dit rien d'autre dans ses poèmes que nous avons perdus. Mais quand même, quand elle envoie des poèmes d'amour avec un autoportrait, elle est en train de lui dire « T'as vu comme je suis belle ?» Et la légende nous dit qu'il est tombé fou amoureux d'elle en la voyant sous forme de portrait. C'est extraordinaire parce que c'est une femme, une jeune fille, une jeune femme, enfin, une femme pas mariée en tout cas. C'est une vierge. Elle n'est pas, officiellement en tout cas, je ne sais pas. Disons que théoriquement, elle n'est pas mariée, donc théoriquement, elle est vierge. Et c'est intéressant, ça se met à marcher comme une vierge. Peut-être que tout à l'heure, quand je vais vous employer des mots tout à fait grossiers, bref. Donc elle écrit et à nouveau la légende ne se choque pas de ce qu'elle fait. La légende au XIIe siècle n'est pas choquée de ce que fait cette robe. Et donc il va tomber amoureux d'elle, ils vont avoir un échange épistolaire jusqu'au moment où, tiens, elle va être dénoncée par un poète que j'admire par-dessus tout, bien sûr. Je regrette infiniment, si la légende dit vrai, que ce soit lui qui était la cause des malheurs de Rabea, j'ai nommé Rudaki. Il semblerait que Rudaki soit tombé sur un poème de Rabea qui a circulé, en fait circulé hors de ses lettres, qui étaient quand même des lettres intimes. La lettre, c'est fait pour une seule personne, etc. Mais apparemment, ces poèmes ont circulé, les poèmes qu'elle avait écrits dans ses lettres. Alors, est-ce que c'est son amant qui a été indiscret parce que les hommes veulent toujours frimer avec le fait qu'ils ont un rapport épistolaire avec une princesse, parce qu'elle avait un statut de princesse un peu. Est-ce que c'est Rudaki qui a, un soir de beuverie, un peu fait une indiscrétion par rapport à son amant, etc. Je ne sais pas. Toujours est-il que la légende nous dit que Rudaki a su qu'il y avait cette femme qui avait des poèmes sublimes, en gros, une femme qui était aussi forte que lui en matière poétique. Et on ne comprend pas si c'est par jalousie ou si c'est juste pour se faire valoriser. Il va aller informer le frère de Rabea, parce qu'entre-temps, son père est mort et c'est son frère qui a accédé au gouvernorat, et chacun sait que les pères sont beaucoup plus gentils que les frères. Et donc il va aller dire au frère de Rabea qu'elle entretient une relation épistolaire non autorisée avec un homme de condition inférieure. Et donc, le frère va ordonner, entre guillemets, une perquisition, je le mets en termes modernes, chez donc ce conseiller, hein, qui était un de ses proches conseillers, et chez sa sœur, et il va effectivement découvrir ces lettres dans lesquelles il y avait tous ces poèmes. Une des raisons pour lesquelles ces lettres, ces poèmes de Rabea auraient disparu, c'est que son frère les aurait fait disparaître. Parce que c'est une honte, en fait. C'est une honte qu'une femme exprime son désir, voilà, en termes aussi, voilà, explicites, voilà. Et c'est une honte qu'elle entretienne en fait une relation amoureuse avec un homme qui n'est pas son mari et qui de plus est, il y a une question sociale hein, qui est inférieure sur le plan social. Là aussi, ça m'a frappé. Quand je suis revenue sur cette histoire en étudiant la vie de Paul Réfal-Orzol, je vous dis d'ailleurs en passant que je me suis beaucoup
beaucoup inspiré, une personne qui m'a énormément inspirée pendant que je faisais ce travail, c'est le travail, enfin c'est Farzan Emiloni qui a donc écrit cet ouvrage en persan. فروغ فرخزاد زندگی نامه ادبی. Donc c'est vraiment magnifique hein, ce livre où elle tisse des choses ensemble, elle sort des choses sur les lettres qui nous restent de Forough Farrokhzad, parce qu'elle, heureusement, ces lettres, un certain nombre de ces lettres nous sont parvenues, y compris des lettres d'amour qu'elle a écrites à Ibrahim Golestan, mais je vais revenir sur le fait que tout ne nous est pas parvenu, et ça reste aussi un mystère, pourquoi tout ne nous est pas parvenu. En tout cas, donc, on peut penser que si l'œuvre de Rabelais ne nous est pas parvenue, ou voilà, 3 ou 4 poèmes par miracle, c'est probablement parce que son frère a tout fait disparaître. Et je vais revenir tout à l'heure sur un mot qui sera utilisé par une poétesse qui est un tout petit peu de 2 siècles plus tard, hein, qui est Marsati, sur la rime entre un mot, j'y reviendrai tout à l'heure, qui veut dire bouche, et un mot qui veut dire le sexe de la femme. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est l'idée que cette parole amoureuse, quand elle émane d'une femme, d'abord on la prend littéralement. C'est-à-dire qu'on considère que si elle le dit, c'est qu'elle l'a fait. Et les poèmes d'amour sont des poèmes érotiques dans lesquels on peut éventuellement se projeter dans un fantasme sexuel, c'est-à-dire parler d'union des corps, par exemple. On peut parler du désir du corps, mais on peut aussi parler de l'union des corps. Et par exemple, justement, dans un des seuls poèmes qui nous reste de Rabelais, elle dit, voilà, il m'a pris au lasso de l'amour, et plus il serrait, et moins je pouvais me libérer. Donc on peut prendre ça d'un point de vue purement métaphorique, c'est-à-dire quand on est pris dans le piège de l'amour, eh ben, on ne peut pas s'en séparer, mais on peut aussi imaginer que ça parle vraiment d'un moment d'étreinte. Et c'est ça, en fait, qui a été odieux du point de vue de son frère. C'est-à-dire que si elle le dit, c'est qu'elle l'a fait. En gros, elle n'est plus vierge. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il la condamne à mort. Oh. Alors, il condamne l'homme à mort, mais c'est une mort publique, alors elle est condamnée à ce qu'on lui ouvre les veines et qu'on l'enferme dans le hammam jusqu'à ce que mort s'ensuit. Oh. Jusqu'à ce que mort s'ensuit. Et donc, elle s'est littéralement vidée de son sang. Donc, vidée de la vie, en fait, qui l'animait. Et elle aurait écrit dans ce hammam, avec son sang, un dernier quatrain sur le mur du hammam, si j'arrive à le retrouver. Parce que, comme j'ai dit, j'ai oublié mes papiers, du coup, j'ai dû... Mais... Alors, un instant. Je vais ici. Voilà. کاش که تنم یافتی خبر دل، کاش که دلم یافتی خبر تن، کاش که من از تو ببخشید کاش من از تو برسمی به سلامت، ای فسوسا کجا توانم رستن. Si seulement mon corps pouvait savoir ce qui se passe dans mon cœur, si seulement mon cœur pouvait savoir ce qui se passe dans mon corps. Il y a cette difficulté de faire le pont entre les deux. Si seulement je pouvais me libérer de toi pour trouver la paix. Hélas, hélas, où pourrais-je fuir? Comment me libérer? Alors me libérer de toi, c'est quoi me libérer de toi? Et il y a des poèmes de Foulour, je ne sais pas si elle connaissait ça, parce que même dans les années 50, où elle a commencé à dire de la poésie, je ne suis pas sûre que même ces quelques poèmes de Rabelais étaient connus. Elle n'en parle jamais de cette Rabelais. Mais je me demande s'il n'y a pas un fil en fait qui relie ces femmes du passé à Foulour elle-même. Et en tout cas, combien de fois elle dit comment peux-je fuir, comment je peux me libérer. Ce n'est quand même pas un hasard si tout à l'heure Nourida Anzalichi vous a rappelé les dates de naissance et de mort de Foulour. Donc elle est née le 29 décembre 1934 et elle est morte le 14 février
le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 1967. Et ça, donc dans le temps où elle a vécu, il faut aussi savoir que il y avait un certain nombre de choses qui étaient plus ou moins connues au sujet de cette histoire de la parole féminine dans la poésie persane. Je ne sais pas si elle avait lu ce quatrain, qui quand même est dans le tombeau est inscrit sur le tombeau de Rabee à Balkh aujourd'hui, tombeau qui est d'ailleurs fermé apparemment par les talibans et qui est menacé de destruction. Je ne sais pas où on en est, j'ai demandé à mes amis afghans, ils ne savent pas du tout, parce que c'était un lieu de sociabilité pour les femmes qui allaient se recueillir là, etc. Mais bon, malheureusement, on ne sait pas du tout si on a retué Rabee. Ce qui est sûr, c'est qu'on a à nouveau fermé le tombeau, ça dit quelque chose, c'est-à-dire c'est pour arrêter la parole féminine qui se libère sur le tombeau parce que les femmes y vont entre elles, etc. C'est quand même inouï que l'histoire continue 1000 ans après. En tout cas, cette idée de où pourrais-je fuir, comment me libérer, ça va être la grande question de la parole féminine, en fait, tout au long de cette histoire. Et ce n'est pas un hasard, donc je reviens là-dessus, si les deux premiers recueils de l'œuvre de Foulour Farrokhzad, donc là j'ai traduit son œuvre complète, les 5 recueils en entier, et les deux premiers s'appellent l'un Assir, la prisonnière, et deuxièmement Divar, donc le mur. Et il y a dans les deux poèmes, disons que la ligne directrice c'est la description de la cage, la description du mur, de l'enfermement. À nouveau, je vous rappelle que Rabee a été enfermée dans le hammam, donc l'espace féminin par excellence d'ailleurs. Donc, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive, ça veut dire ce que ça veut dire. Et elle, Foulour, elle voit ce mur, elle voit cette cage, elle voit cette prison, etc. Et elle se pose, mais quasiment mot pour mot, la question, comment me libérer? Où fuir? Où fuir? C'est-à-dire que, est-ce que le problème de la cage pour une femme est un problème spatial? Elle pose cette question. Et c'est très intéressant dans La prisonnière, donc Assir, qui entre parenthèses est homonyme de Assir dans le sens de Assyrie. J'étais touchée que tout à l'heure, on me montre un manuscrit de Sadegh Hedayat, donc de Bouffécourt, de la chouette aveugle, dans lequel Sadegh Hedayat fait la distinction très claire entre deux catégories de femmes. Pour lui, il n'existe que 2 catégories de femmes. Il y a les femmes Assyrie, à nouveau c'est homonyme, c'est pas le même mot, Assir et Assir dans le sens de l'éther. Donc il y a les femmes éthériques, c'est-à-dire les femmes idéales, les femmes complètement pures,